Bonjour à tous, merci d'avoir rejoint ce nouveau live Citeo sur LinkedIn. Moi, je suis Adeline Abeck, je travaille au sein de l'équipe communication chez Citeo. Et donc aujourd'hui, pour répondre à toutes vos questions sur la collecte sélective, je suis avec Romain Lebègue, directeur développement collecte-tri de Citeo. Bonjour Romain. Bonjour à tous. Bonjour et tout. Merci d'être avec nous. Alors, avant de commencer, bon, je dis toujours traditionnellement un petit mot quand même sur Citeo, pour ceux qui nous connaissent peu ou mal. Citeo, c'est une entreprise qui est née de la volonté des entreprises qui mettent sur le marché des produits emballés et des papiers graphiques. Elle existe depuis près de 30 ans et sa mission, c'est de réduire l'impact des emballages et des papiers sur l'environnement. Alors, il y a un petit peu plus d'une semaine, peut-être même 2 maintenant, Citeo est devenue une entreprise à mission. Donc, elle s'est dotée d'une raison d'être et de 5 engagements qui sont des objectifs sociaux et environnementaux et qui structurent toute son action. Je vous invite à aller sur citeo.com, notamment, évidemment, après ce live, pour en savoir plus aussi sur ce statut d'entreprise à mission et l'ambition de Citeo, les engagements qu'elle s'est donnés. Alors, pour résumer notre activité vraiment en quelques mots et en synthèse, en amont de la mise en marché, Citeo travaille avec les metteurs en marché, les fabricants d'emballages, entre autres, pour réduire et rendre tous les emballages et papiers recyclables ou réemployables. Et puis, en aval, du geste de tri, nous développons la collecte, le tri industriel, le recyclage, avec les collectivités locales et bien sûr avec l'ensemble de la profession, l'ensemble des professionnels du recyclage. Nous travaillons aussi avec les consommateurs pour les mobiliser au geste de tri et au comportement responsable. Vous l'avez peut-être remarqué, si vous suivez Citeo sur les réseaux sociaux, ce live s'inscrit dans une séquence de communication qui s'achève d'ailleurs à la fin de la semaine et qui s'appelle « C'est écrit sur le côté, plus on sait, mieux on fait ». Et bien parce que chez Citeo, on considère que la connaissance et l'action sont clés pour réussir cette transformation que l'on souhaite, cette transformation vers plus de circularité, plus d'économie circulaire. Donc aujourd'hui, le thème, c'est la collecte des emballages et des papiers. Bien sûr, je vous invite à poser toutes vos questions en commentaire. Et donc, Romain, pour commencer, pour rentrer un petit peu dans le sujet, d'abord, dis-nous en quelques mots, si tu veux bien, quelles sont tes missions au sein de Citeo? Eh bien, merci Adeline. Mes missions, donc on l'a dit tout à l'heure, moi je suis en charge du développement de la collecte et du tri chez Citeo. Alors, de manière assez concrète, ça consiste à travailler, à animer une équipe d'une quinzaine de personnes, très sympa, très professionnelle, pour imaginer, tester et déployer en fait des solutions qui vont permettre d'une part d'améliorer, et on va en parler pas mal aujourd'hui, la collecte des emballages ménagers et des papiers. Donc, c'est quelles sont les nouvelles solutions, qu'est-ce qu'il faut trouver comme motif de mobilisation des citoyens, mais aussi l'activité de tri de ces emballages et de ces papiers. Et puisque en fait, il n'y a d'emballage intéressant à collecter que si on est en capacité de le trier dans un centre de tri pour ensuite l'envoyer vers une filière de recyclage. Donc, on ne fait pas ça tout seul. Donc, on est une quinzaine de personnes. On travaille beaucoup avec tous les acteurs locaux, que sont les collectivités locales, les opérateurs, mais aussi d'autres types d'acteurs. Et enfin, évidemment, on le fait au moyen de nos équipes régionales que peut-être certaines ou certains d'entre vous connaissez, qui sont implantées dans les 5 grandes agences régionales de Citeo. Oui, on reparlera aussi de cet ancrage local, des expérimentations, des relations avec les acteurs de terrain, c'est un élément assez essentiel, même essentiel pour Citeo pour développer son action. La collecte sélective, donc c'est l'objet de ce live. Elle a aujourd'hui près de 30 ans. Elle est aujourd'hui, on peut le dire, quand même largement identifiée par les Français, notamment par ses équipements, notamment le bac de tri, souvent jaune, qui est un symbole très fort et qui est rentré dans le quotidien des Français. C'est toujours intéressant de rentrer par un peu d'histoire pour essayer de comprendre et d'analyser un peu les éléments qui constituent notre quotidien. Romain, est-ce que tu peux nous dire comment elle est née, cette collecte sélective en France? Quand est-ce qu'on a commencé et comment à séparer, collecter séparément les emballages en France? Alors, évidemment, pas mal de temps a passé depuis le préfet poubelle à la fin du 19e siècle. Ça, c'est évident, mais les premières collectes séparées, en fait, c'est arrivé dans les années 70. C'est la première collecte séparée, c'est celle du verre, en fait, qui est assez chère à mon cœur, puisqu'elle est née en région Champagne-Ardenne, qui est
mon territoire d'origine, mais c'était l'époque, donc la collecte du verre, c'était la Ligue contre le cancer, qui était aussi un levier de motivation important. Donc ça, c'est les années 70 et c'était la première collecte séparée. Ensuite, au début des années 90 est née la première responsabilité élargie du producteur sur les emballages ménagers qui s'est mise en place, voilà, c'est 1992. Et le choix est fait à ce moment-là par les metteurs en marché, par les pouvoirs publics, de travailler évidemment avec les collectivités locales qui, depuis la loi de 75, sont compétentes en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers. Et de fait, les années 90 ensuite, mais jusqu'au début des années 2000, vont voir le déploiement progressif de la collecte sélective des emballages, des papiers. Celle du verre va se poursuivre et se prolonger. La création d'environ 300 centres de tri. Et quelque part, ce bac de tri, celui dont tu parles, le bac de tri va se démocratiser. Alors, il ne sera pas tout le temps jaune, il contiendra pas tout le temps la même chose, ce ne sera pas partout les mêmes organisations, mais quelque part, ce fameux bac de tri sera entré dans le quotidien des Français. Aujourd'hui, dans 80% des cas, ce bac de tri est jaune et aujourd'hui extrêmement bien reconnu, je pense, et dans le quotidien des citoyens. Quels sont les premiers constats qu'on fait après près de 30 ans de mise en œuvre de cette collecte sélective? Peut-être voilà ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne, sur quoi le bilan est positif, et puis peut-être aussi des points d'amélioration sur lesquels Citeo travaille. Mais au moins sur cette deuxième question, des éléments de constat. Alors, 30 ans, c'est à la fois jeune, c'est à la fois quand même un bon niveau de maturité, hein, c'est l'âge adulte depuis un moment. Donc c'est vrai qu'on peut faire un diagnostic qui est assez robuste sur le point où on en est aujourd'hui. En termes de recyclage, on est quand même à des niveaux, enfin je pense que sans doute les participants ont ça à l'esprit, mais 70% de recyclage des emballages, 58% de recyclage des papiers. On n'a pas du tout à rougir de ces résultats-là, hein. Ce sont des taux qui progressent chaque année au moyen de l'ensemble des actions qui sont réalisées. Simplement, on sait qu'on a un certain nombre de disparités. On parle souvent de la différence entre les territoires urbains et les territoires plus ruraux. On sait que ça, c'est un point de progrès et on y reviendra tout à l'heure. Un autre motif de satisfaction, c'est que dans l'Observatoire du geste de tri, on constate que 9 Français sur 10 sont trieurs, ce qui est quand même un signe qui montre que le geste de tri fait partie du quotidien. Simplement, on sait aussi qu'il n'est pas complètement systématique. Il n'est systématique que pour la moitié d'entre nous. Et donc ça aussi, on y reviendra, c'est un levier de progrès. Enfin, un autre motif de satisfaction que je constate, c'est que grâce finalement à ce geste de tri, à toute cette histoire, à cette mise en place progressive, ça a permis aujourd'hui la mise en place de filières de recyclage en France, en Europe, qui sont complètement pérennes aujourd'hui et qui font que ce qui était quelque part un concept d'économie circulaire est aujourd'hui une réalité très claire, une réalité industrielle, une réalité économique. Et ça, c'est un point extrêmement important et un point solide pour la filière sur lequel, évidemment, on veut s'appuyer. Et du coup, si je devais donner 3 points d'amélioration pour répondre complètement à ta question, Adeline, je donnerais les 3 suivants. Le premier, c'est qu'on a quand même un accès au tri qui est assez inégal. On a dit ça a beaucoup progressé, ça s'est fait petit à petit dans les années 90-2000, mais on sait qu'on a aujourd'hui encore une partie de la population qui ne dispose pas de moyens de tri à son domicile ou à proximité immédiate. Les raisons, on les connaît, c'est l'exiguïté de certaines parties communes d'immeubles, la difficulté à installer des points tri, et on sait que voilà, ça c'est un point qui retient toute notre attention, c'est que tout le monde n'a pas accès au tri et clairement, ça doit être un point qui doit être corrigé. La deuxième, c'est la continuité du parcours, c'est que entre la maison et les vacances, entre chez soi, dans la rue, ou quand on va dans un stade ou ce genre de choses, ou au cinéma, en fait, les règles, le dispositif n'est pas partout tout le temps, mais surtout les règles peuvent changer. Et ça, on sait que c'est une des raisons, il y en a d'autres, hein, mais qui font que le geste de tri, on y pense, etc., mais ce n'est pas encore un réflexe. Et c'est ce qui fait qu'il n'est pas systématique. Systématique, ça veut dire, dans le sens que nous on pratique dans l'Observatoire du geste de tri, ça veut dire je trie tous les emballages, tous les papiers et dans toutes les situations. Donc là, on sent bien qu'on a
on a un point d'amélioration. Et enfin, le troisième point de modernisation, moi, puisqu'on parle de collecte ce matin, il est sur à la fois l'organisation du service, mais aussi des équipements. On voit bien aujourd'hui que les équipements de tri, le service qui est associé, les organisations de collecte, ont un potentiel de modernisation qui est important sur un service qui est voilà, la collecte des bacs, la collecte des poubelles. Alors c'est vrai qu'on n'a plus beaucoup de collecte en sac, qu'aujourd'hui les collectes sont mécanisées avec des collectes en bac, mais pour autant, il y a des enjeux d'intégration dans la ville, de favoriser une ergonomie de geste et d'améliorer les conditions de travail, puisque le métier de la collecte fait quand même partie des métiers les plus dangereux et les plus exposés en France, et associé à ça un objectif de maîtrise des coûts. Voilà, je pense qu'il y a un point d'amélioration sur l'aspect modernisation de cette collecte. On peut peut-être enchaîner sur ce premier point dont tu parlais, qui est l'accès au tri. Tu parlais d'inégalité d'un territoire à l'autre, peut-être même d'un quartier à l'autre dans certaines collectivités. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le plan d'action qui est déployé par Citeo et ses partenaires, donc avec les collectivités locales, pour essayer de rétablir une certaine équité sur cet accès au tri? S'il fallait retenir quelques actions clés et peut-être quelques exemples associés. Oui, bien sûr. Alors, sur ce sujet de l'accès au tri, on l'a dit, effectivement, on sait qu'on a 1,5, peut-être 2 millions d'habitants aujourd'hui en France. Ça paraît peu, mais c'est beaucoup qui n'ont pas accès à un équipement de tri. On est souvent sur des typologies d'habitat qui sont très denses, des immeubles assez anciens, où il est vrai que quand un immeuble a été construit fin du 19e ou au début du 20e, le bac de tri, pour le coup, il n'existait pas. Donc, dans le dimensionnement en fait de ces parties communes et dans la logistique qui est nécessaire à avoir un bac de tri, on n'y est pas, quoi. Et donc, du coup, on est confronté à une contrainte importante. La solution pour apporter en fait un équipement de tri à disposition des citoyens, elle se trouve bien souvent sur l'espace public. Et donc, ça passe par l'installation de conteneurs de tri, mais aussi pour des gens pour des territoires qui sont insuffisamment desservis par ce qu'on appelle, nous, la densification. C'est-à-dire que des colonnes à verre, dans beaucoup de territoires, dans beaucoup de villes en France, vous en trouvez simplement. Parfois, elle est un peu éloignée, elle est à 200, 400 mètres de chez vous, elle n'est pas visible, etc. Donc, il y a tout un travail de densification, de choix des lieux, de visibilité de ces points-là. Et nous, c'est ce genre de projet qu'on accompagne complètement avec le plan de performance des territoires, puisque c'est toute une série d'appels à projets qui sont lancés quasiment chaque année depuis la fin de l'année 2018, pour lesquels on a doté ce plan d'environ 70 millions d'euros qui sont dédiés à l'amélioration de la collecte. Et en fait, on constate que ça marche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a déjà eu 3 premières phases de ces appels à projets. On a sélectionné et on lance 190 projets qui nous ont été proposés par des collectivités locales qui sont en charge de l'organisation de la collecte sur leur territoire. Ces projets avancent, donc 190 projets, c'est beaucoup, hein, c'est vraiment, c'est plus de entre 20 et 25 millions d'euros, mais c'est aussi beaucoup d'acteurs mobilisés dans les territoires. Et on sait que ces projets avancent. On est déjà à plus de 7000 conteneurs de tri qui ont été installés dans les 2 dernières années. Et on sait que ça va continuer. Alors, des exemples, on a les agglomérations de Narbonne, on a l'agglomération de Nice. Nice, c'est un très bon exemple. Pour ceux qui connaissent le vieux Nice, on a un habitat qui est extrêmement contraint, très resserré. La circulation des véhicules et à plus forte raison, celle des véhicules de collecte est rendue difficile. Donc, il faut trouver des solutions modernes, j'ai envie de dire. Et Nice est un bon exemple pour cela. On a aussi la ville de Montbéliard qui fait des bons efforts là-dessus. Et quand je disais ça va continuer, c'est que on a lancé il y a 10 jours, alors peut-être que on a fait un peu d'information, on va la renforcer aussi s'il le faut. On a lancé la 4e phase de ce plan. Donc, du coup, je m'adresse à tous les porteurs potentiels de projets. La phase 4 de l'appel à projet, plan de performance des territoires. Et clairement, l'idée, c'est de moderniser la collecte, de trouver des nouvelles solutions pour permettre un geste de tri facile dans toutes les situations et aussi que chacun puisse le faire.
C'est compliqué pour une collectivité de trouver le bon maillage, puisque tu nous parles effectivement d'un certain nombre de conteneurs, de distances à respecter pour que l'accès soit, je dirais, pratique pour l'usager, pour le citoyen. Ça, c'est un travail qui est complexe, il peut prendre un certain temps quand on est une collectivité et qu'on veut s'attaquer à ce maillage de conteneurs et de points de prix. Ah oui, c'est pas simple du tout, hein. Ça, c'est clair. Les villes sont. Alors après, les villes sont des territoires très contraints. On l'a dit tout à l'heure. Hein, enfin, le niveau de performance, il est globalement bon sur l'ensemble du territoire national, avec 70% de recyclage. Pour autant, dans les villes, on est quand même à des taux de recyclage qui sont très inférieurs. Et clairement, du coup, le sujet de l'accès au tri et de favoriser le geste, il se pose dans les villes. Et les villes, c'est pas pour rien aussi, c'est que ce sont les endroits les plus contraints pour donner un accès au tri. On a aujourd'hui installé des pointeries dans la ville pour une collectivité locale, pour une agglomération, c'est résoudre un certain nombre de contraintes. L'espace public, par exemple, c'est un espace qui est extrêmement convoité. On l'a vu ces dernières années, l'arrivée de nouveaux services comme les vélos en location, comme les trottinettes, mais il y a aussi d'autres services comme évidemment les places de parking et les sanitaires aussi. Mais voilà, plein d'autres arrivent. Et quelque part, pour une ville, trouver un espace pour installer des pointeries, c'est quelque part faire un arbitrage entre la place que doivent occuper chacun de ces services sur l'espace public. Et donc ça, c'est extrêmement compliqué. Il faut trouver les endroits. Il faut, comme tu le disais, effectivement trouver les bons endroits pour correspondre au lieu de vie, au lieu de passage, à la proximité des habitations. Et ça, c'est aussi un travail fin en fait de cartographie, de choix des lieux pour permettre que ces points-là ils soient les mieux placés, qu'ils soient les plus faciles d'accès pour les habitants. Mais c'est aussi quelque part s'intégrer aux autres contraintes urbanistiques. On a dans toutes les villes de France, il y a des secteurs sauvegardés où les équipements ils sont regardés, validés par ils sont regardés, validés par l'architecte des bâtiments de France. Et donc quelque part, il faut s'adapter à ces contraintes-là sur les dimensions, les formes, les couleurs, la communication qui est faite autour de ces points-là. C'est autant de contraintes, mais qui sont aussi des opportunités. C'est-à-dire que nous, on le voit beaucoup comme une opportunité de renouveler un peu le mobilier de tri et que ce mobilier de tri puisse s'intégrer dans la ville au même titre que d'autres types de mobilier urbain. On a une question de Lorraine qui nous demande quelles sont les difficultés rencontrées par les filières donc on dit de destination, j'imagine de destination des déchets à recycler, et elle cite notamment tout ce qui est de l'ordre de la séparation de la main-d'œuvre, dit-elle. Alors, je pense comprendre la question, en tout cas, je te la pose comme ça. Effectivement, si on se place du point de vue, par exemple, des centres de tri, puisque tu as aussi dans ton équipe et dans ton giron les centres de tri, et qui est un volet aussi important. Tu citais le plan de performance tout à l'heure avec le volet collecte. Si on cite le volet tri et l'ensemble des évolutions et des adaptations que rencontrent aujourd'hui, auxquelles les centres de tri doivent faire face, notamment en termes de main-d'œuvre et de séparation, qu'est-ce que tu peux nous dire de ces évolutions et comment on les accompagne? Alors, ce que je peux dire, c'est que j'ai évoqué tout à l'heure avec vous le parc, on l'appelle comme ça, le parc de centres de tri qui a en France et qui s'est construit en fait au moment où la filière et la collecte séparée des emballages et des papiers s'est mise en place. On était à l'époque avec environ 300 centres de tri sur le territoire national et on avait des centres de tri qui étaient pour beaucoup des centres de tri assez manuels en fait au tout début de cette activité-là. Aujourd'hui, le parc de centres de tri en place, à date, aujourd'hui, le 10 décembre, il est d'environ 165-166 centres de tri en activité. On a une bonne partie de ces… Donc là, on voit bien que du coup, le nombre a été divisé par deux par rapport à cette période-là. Mais et c'est pas pour rien, c'est que cette activité, elle s'est beaucoup massifiée pour pouvoir aussi se mécaniser et se rendre automatique. Pour qu'aujourd'hui, en fait, la majeure partie de l'activité de tri et de séparation en fait, entre une bouteille, un papier, un emballage en carton, un emballage métallique comme une canette ou une boîte de conserve, une énorme partie de cette activité-là de séparation, elle est aujourd'hui mécanisée dans la plus grande part de centres de tri qui sont modernisés.
Et aujourd'hui, le rôle humain en fait des centres de tri, il porte principalement, je schématise, hein, mais il porte principalement sur un contrôle de qualité en fait qui est extrêmement nécessaire et qui va permettre que quelque part des machines vont mettre de côté des bouteilles en PET, en plastique transparent. Et puis en fait, on aura un œil humain et une activité humaine qui va permettre de vérifier qu'on n'a pas trop d'intrus, pas trop d'autres matières. Du coup, on va pouvoir livrer aux exutoires de recyclage qui vont, pour certaines, refabriquer de la bouteille. En fait, on va pouvoir livrer une matière propre au recyclage et qui comporte très peu d'impuretés. Et ça, aujourd'hui, alors on regarde beaucoup ce que les technologies peuvent faire pour nous, mais on est encore sur cet aspect contrôle qualité. La présence humaine aujourd'hui, elle est très nécessaire parce que l'œil humain voit très bien et est capable de faire beaucoup de contrôle qualité. Alors la manière dont on accompagne ça, nous, c'est en fait ce qui guide un autre chantier qu'on a évoqué dans dans une autre interview d'Anne-Sophie Louvel, que je vous encourage à regarder, je crois, c'est l'activité aussi de simplification du geste de tri en France, où l'idée est que d'ici la fin de l'année 2022 ou l'année suivante, on puisse dire à l'ensemble des citoyens qu'ils peuvent trier tous leurs emballages et tous leurs papiers. Donc, ça veut dire notamment que tous leurs emballages en plastique peuvent être mis dans ce fameux bac jaune. Et du coup, ça entend que les centres de tri soient en capacité de séparer toutes ces matières-là, puisque au-delà des bouteilles et des flacons, on va ajouter les barquettes, on va ajouter les films, on va ajouter les pots de yaourt. Et ça, ce sont de nouveaux objets à séparer pour les centres de tri. Les centres de tri d'il y a 5 ans ou 10 ans ne peuvent pas le faire, mais les nouveaux centres de tri, ceux qui sortent de terre, aujourd'hui peuvent le faire. Nous, on accompagne, on a prévu dans ce plan de performance des territoires de l'ordre de 100 millions d'euros pour accompagner la modernisation des centres de tri et disposer à terme, d'ici 2023-2024, d'un parc de centres de tri d'environ 120-130 centres de tri en France qui seront en capacité de trier tous les emballages, tous les papiers et du coup de permettre aux habitants d'avoir un geste de tri simplifié. Ils n'auront plus à se poser la question le pot de yaourt, je peux le mettre ou je ne peux pas le mettre, la bouteille, je peux ou je ne peux pas. Voilà, on aura un message simple. Aujourd'hui, ça concerne la moitié du territoire national. C'est 50% du territoire. Mais notre ambition, elle est que ce soit simple pour 100% du territoire national. On a une question justement de Chloé qui va dans le sens de quelles sont les solutions pour que le recyclage ou le geste de tri soit un réflexe pour les Français. Cette simplification dont tu nous parles et qui est en marche est évidemment un levier clé. Est-ce que tu vois un ou deux autres points un peu significatifs qui nous permettraient de développer encore le geste de tri des Français effectivement de façon extrêmement régulière, systématique, comme on aime le dire chez Citeo? Les leviers, oui. Alors, ça, c'est sûr que simplifier le geste, c'est notre plus gros levier aujourd'hui pour rendre le geste de tri systématique. Après, les leviers, ils sont dans cette. Peut-être on y reviendra, mais il y a cette continuité du parcours ce qu'on appelle la continuité du geste de tri dans le parcours du quotidien. Ce qui est très important, c'est que entre chez moi, quand je descends dans les parties communes de mon immeuble, quand je suis dans la rue, quand je vais au cinéma, quand je vais au stade ou à un concert, que quelque part, à chaque moment en fait de mon quotidien, je puisse disposer d'un équipement de tri. Ça c'est un levier qui est extrêmement fort pour nous. Justement, je te coupe Robin, parce que Julie nous demande pourquoi, peut-être avant qu'on traite aussi peut-être du constat et des solutions que Citeo envisage aussi avec ses partenaires, Julie te demande pourquoi on ne peut pas trier dans la rue. Pourquoi on a un déficit de tri dans l'espace public. Alors, on ne peut pas trier dans toutes les rues, mais il y a quand même beaucoup de. Je ne faut pas noircir je veux surtout pas noircir le tableau entre nous. Aujourd'hui, on a eu un certain nombre d'expériences qui ont permis et plein de villes en mettent en place des équipements de tri sur l'espace public. On a eu des expériences dont je peux dire deux mots, qui est l'expérience qu'on a conduite avec la ville de Paris sur Trilib. Mais vous avez une expérience quasi similaire sur la ville de Besançon, où on se dit en fait on va mettre en place des dispositifs, des équipements de tri qui vont être dans la rue, qui vont permettre de donner un accès au tri à des immeubles qui n'étaient pas
n'étaient pas équipés en bac jaune pour toutes les contraintes que j'évoquais tout à l'heure. Et en fait, la solution, elle est sur l'espace public et du coup, on installe ces pointeries dans la rue. Donc, on remplace des places de parking par des pointeries, ce qui, ma foi, est plutôt une bonne tendance pour notre futur. Et donc, on a quelques exemples aujourd'hui et on s'est rendu compte, en fait, qu'avec les projets de Paris, avec les projets de Besançon, que, en fait, ces pointeries-là, ils servent aussi aux gens qui passent. Les gens qui passent, ce sont possiblement des touristes, ce sont possiblement des gens qui travaillent dans le quartier, des gens qui se promènent, etc., et qui vont à un moment donné avoir un besoin d'évacuation ou de gestes de tri. Et ils vont utiliser ces conteneurs-là parce qu'ils sont bien placés, parce qu'ils les ont repérés et parce que, quelque part, ils sont disponibles, ils sont utilisables. Donc, ces expériences-là, elles sont quand même, pour nous, elles sont pas négligeables. On sait qu'aujourd'hui, on a de l'ordre de 50, 60 000 conteneurs de tri qui sont pour les emballages et les papiers qui sont installés sur l'espace public. Donc ça, c'est pas négligeable. Après, la question de Julie, c'est peut-être le coup d'après, c'est-à-dire quand est-ce que, au lieu d'avoir une corbeille de rue, j'aurai la possibilité, juste à côté de cette corbeille, d'avoir aussi une corbeille de tri. Et donc ça, c'est des choses que nous, on est en train de regarder. On a déjà un certain nombre de pilotes aujourd'hui qu'on a lancés sur certaines qui vont aboutir à des projets l'année prochaine. Et puis, on va lancer des actions un peu plus d'envergure là-dessus. Parce que aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que quand vous allez dans les parcs, les festivals, les zoos, etc., aujourd'hui, c'est une activité qui est importante. Et ce qu'on constate, c'est que il y a un gisement qui est quand même important. On estime que on a à peu près 300 000 tonnes d'emballages ménagers qui sont consommés et qui du coup, peuvent être abandonnés dans des lieux de consommation nomade. Donc, du coup, on essaie d'aller un petit cran plus loin. Et clairement, par exemple, on a eu des projets sur les plages urbaines à Marseille. On a eu des projets sur les parcs et jardins de la ville de Paris. Et l'idée est d'équiper ces sites-là qui sont pour permettre le geste de tri à tous ces moments de quotidien. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important. C'est que en fait, quand je suis dans la rue, je suis dans le parc, à la sortie de l'école, je suis dans le parc aussi un week-end, qu'à tous ces moments-là du quotidien, en fait, on puisse retrouver un équipement de tri, mais qui corresponde aussi au code que j'ai en tête. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure du bac jaune. Ce qui va faire que c'est un réflexe, c'est que je vais retrouver le code couleur jaune, je vais retrouver des consignes qui se ressemblent. Donc, il y a aussi un effort d'harmonisation, en fait, des organisations. Christophe nous parle aussi des bailleurs. Là, on a quelques questions qui nous arrivent. Romain va essayer peut-être de ramasser, d'avoir des réponses un petit peu plus concentrées. Christophe nous demande est-ce qu'il y a des solutions pour accompagner aussi les bailleurs. C'est vrai que tu nous parlais aussi, quand on parlait d'espace, de la difficulté dans certains collectifs, dans certains immeubles, tout simplement. Est-ce que les bailleurs sociaux, et on sait que chez Citeo, les relais terrain sont très importants. Comment travailler avec ces acteurs? Alors, évidemment, c'est une très bonne question, puisque les bailleurs sont des relais. Alors, ils sont organisateurs, en plus, sur leur parc de logement. Et puis, ce sont des relais aussi de communication, d'implication, d'incitation au geste de tri. Nous, on travaille essentiellement avec des fédérations de bailleurs, comme l'Union sociale pour l'habitat, mais aussi avec les copropriétés, les syndicats de copropriété. Et en fait, ce qu'on constate pour les bailleurs aujourd'hui, moi, le petit constat que je fais, c'est qu'on a quand même une tendance aujourd'hui à regarder vraiment la qualité de service qui est offerte par un bailleur à ses locataires, et que dans cet esprit-là, la collecte, si je reviens 2 secondes au sujet de la collecte, historiquement, qui était dans des locaux poubelles au rez-de-chaussée ou au sous-sol, qui étaient parfois un peu contraints, qui étaient difficiles à maintenir, à nettoyer, etc. Aujourd'hui, on a quand même une tendance à offrir un service de collecte et de tri qui soit en proximité immédiate des immeubles, qui soit plutôt à l'extérieur, aussi parce que les bailleurs ont des demandes de plus en plus croissantes pour des services autour de, par exemple, d'avoir des locaux pour stocker les vélos, les poussettes, etc. Et que quelque part, c'est un vrai service qui est attendu par les locataires. On voit que le confinement n'a fait que renforcer ça. La pratique du vélo, c'est quelque chose qui est en train d'exploser. Et donc, on sent bien que sur le sujet de la mobilité douce, il y a une demande croissante de services. Et là, je crois qu'il y a une bonne combinaison possible des sujets. Et on a constaté dans pas mal d'endroits, moi, l'exemple
Le dernier que j'ai en tête, c'est des exemples à Nancy notamment. Mais on voit qu'en fait, un bailleur est intéressé à avoir un système de tri qui est plutôt aller à 20, 30 ou 40 mètres des entrées d'immeubles, facilement accessible sur un endroit de passage, qui va permettre un geste de tri facile, dans des bonnes conditions, puisqu'on est en extérieur, et que du coup, c'est visible. Et ça permet aussi, du coup, de transformer le local en un local à vélo, à poussette, qui correspond là aussi à un besoin de service des locataires. Et des deals comme ça, il y en a plein qui sont en cours, et c'est clairement aussi des choses qu'on accompagne nous. On demande simplement aux collectivités locales de porter ces projets-là et de nous les proposer pour les conduire en partenariat avec les bailleurs sociaux et voir aussi les syndicats de copropriété qui sont implantés sur leur territoire. Alors, plusieurs questions sur la collecte, Romain. Alors là aussi, hein, on va ramasser les réponses. Une question sur Victor nous dit pourquoi on ne fait pas du tri au porte-à-porte, enfin à la porte, comme dans les pays scandinaves, nous dit-il. J'imagine qu'il pense à un service qui serait d'aller chercher les emballages et les papiers directement à la porte des habitants. Alors, ton avis là-dessus, rapidement. Oui, c'est déjà presque le cas. En fait, en France, on a une collecte en porte-à-porte pour à peu près, allez, je m'en voudrais pas si je suis à 1 ou 2% près, mais on est à plus de 80% des citoyens français qui sont collectés en porte-à-porte. Pour ceux qui sont en pavillon ou en maison, en fait, ça veut dire qu'ils ont un bac qui leur est directement affecté. Pour ceux qui vivent en immeuble, ça veut dire qu'il y a un bac pour l'immeuble. Donc, comme je le disais, dans un local au rez-de-chaussée. Donc, on est à un niveau de proximité du service qui est parmi les plus forts en Europe. Enfin, peu de pays font beaucoup plus de collecte en porte-à-porte en France. Je passe un petit peu sous silence, mais je le dis quand même très, très rapidement. On a quand même aujourd'hui quelques territoires en France où les équipiers de collecte de la collectivité locale ou de l'opérateur qui est en charge de cette prestation vont à l'intérieur des immeubles, ont les clés ou les codes pour rentrer dans les immeubles et aller chercher le bac dans les parties communes pour le ramener au conteneur. Donc, vous voyez des équipages de 4 ou 5 personnes autour d'un camion de collecte. Certains sortent les bacs, d'autres les mettent, les vident dans le camion et les troisièmes les remettent dans les parties communes des immeubles. Donc, on a quand même un niveau de service qui est quand même très proche des habitants, très proche des lieux d'habitation. Et pour autant, en fait, on voit que on n'est pas dans les... Ça permet pas à la France d'être au top sur le taux de recyclage par rapport à d'autres pays européens. Et clairement, nous, on pense que le levier de croissance, il est obtenu par ce que je disais, c'est-à-dire avoir certes un dispositif de tri chez soi, mais aussi dans la rue, mais aussi à proximité, disponible en permanence, et que c'est ça qui nous permettra d'avoir un geste de tri qui soit encore plus répandu. Et ça passe par un équipement qui est disponible sur l'espace public, parce que le porte-à-porte, certes, est très pratique. Pour autant, il n'est pas synonyme tout simplement de meilleure performance. Et parfois même, il est synonyme d'un peu plus d'erreurs de tri et qui sont là aussi parfois un peu difficiles à corriger, quoi. Stéphane nous emmène sur des alternatives. Alors, il nous dit, dans le cadre d'un projet de distribution reprise de produits locaux en circuit court, on est dans un cas très concret, est-il autorisé d'organiser une collecte, une récupération indépendante des collectivités territoriales pour capter un produit du tri de meilleure qualité, que ce soit un emballage, un papier, il pense au compost. Et si oui, quelles seraient les conditions de cession financière des produits du tri? Alors, c'est assez précis, mais on comprend ce qu'il veut dire. On se projetterait sur des circuits un peu alternatifs. Ouais. Voilà, qu'est-ce que ça t'inspire? Ça m'inspire aujourd'hui. Ce sont parfois des choses qui existent déjà. Donc, je pense pour Stéphane, l'idée, c'est de se rapprocher de collectivités locales pour voir les conditions de faisabilité. Mais aujourd'hui, il y a déjà un petit peu des choses qui existent comme ça, hein. Enfin, je pense que, par exemple, moi, la première chose auquel ça me fait penser, ce sont, par exemple, des collectes de bouchons qu'on peut avoir par un milieu associatif. Qui se font avec parfois, même souvent en partenariat aussi avec les collectivités locales.
mais voilà, ça se fait dans les écoles ou au profit de causes un peu caritatives ou solidaires. C'est déjà une chose qui existe. On a aussi un certain nombre parfois de supermarchés qui s'équipent. Alors là, on est sur des sites privés, certes, mais qui s'équipent pour essayer de capter aussi un certain nombre d'emballages via des machines. Donc, il y a des systèmes qui existent. Je ne crois pas qu'ils vont supplanter complètement le badge jaune. Par contre, ils peuvent offrir un complément de mobilisation. Ils peuvent aller toucher en fait des citoyens sous d'autres leviers si on est sur un levier un peu associatif, collaboratif. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, si on parle du compost, des démarches un peu collaboratives par quartier, de mise en place de sites de compostage, c'est clairement des choses qui sont un petit peu dans l'air du temps et qui permettent de fédérer les habitants d'un quartier, mais aussi les associations de quartier, mais aussi pourquoi pas les autres acteurs qui génèrent une activité dans ces quartiers-là, les habitants eux-mêmes, etc. Et donc, on est sur des démarches collaboratives. Moi, ce que j'ai surtout à dire sur ces sujets-là, c'est que j'aime bien l'idée de réfléchir vraiment au local et de quelque part un peu faire de la dentelle en fonction des attentes un peu d'un quartier pour trouver un peu les moyens de mobiliser différents acteurs, un bailleur, une association, etc., pour les fédérer au niveau d'un quartier, pour trouver en fait les meilleures solutions, les meilleurs compromis pour favoriser les gestes de tri. La vigilance que j'y mettrais, c'est de bien le faire en partenariat et en collaboration, ou à tout le moins en bonne information avec les collectivités locales qui sont les premières compétentes pour collecter et trier les déchets ménagers. Laura demande à quand la collecte nationale des biodéchets? Les biodéchets. Eh bien, c'est pour bientôt, puisque c'est dans la décennie qui vient où c'est la généralisation. Alors, elle ne sera pas en collecte séparée, elle pourra être en collecte. C'est pas tout à fait le domaine de. Déchets de cuisine et déchets verts, hein, juste Romain, pour cerner le périmètre. Enfin, de quoi on parle? Pardon? Déchets de cuisine, déchets verts, c'est de ça qu'on parle. On parle des déchets alimentaires, en fait, hein, c'est ça. Les déchets alimentaires, aujourd'hui, la loi prévoit la mise en place de cette collecte des biodéchets généralisée sur le territoire. C'est la loi de transition énergétique qui prévoyait ça. Et donc, ça va se mettre en place. Aujourd'hui, on a vu c'est déjà en place dans un certain nombre de collectivités locales. Ça se développe. Je sais que Paris a fait des tests. J'ai en tête d'autres exemples d'autres collectivités locales, comme en Haute-Saône, par exemple, où on a fait des tests de collecte différentes. Il y a plusieurs modalités de collecte qui vont se mettre en place. Il va y avoir les collectivités peuvent faire des choix de collecte en porte-à-porte, c'est-à-dire j'ajoute un nouveau bac ou un nouveau sac et je dote les habitants d'un bioseau pour utiliser ces bacs-là et je vais le collecter aussi en porte-à-porte. D'autres qui cherchent à mettre en place, je sais que par exemple le Cyclade, je crois, dans les Charentes, avait fait un test sur de la collecte plutôt de proximité qui va être commune à des activités, à des riverains, mais aussi peut-être à d'autres types d'utilisateurs, comme des entreprises ou des services. Et enfin, on va aussi avoir la troisième solution qui va être le compostage plus individuel ou plus en pied d'immeuble, qui aujourd'hui se met en place à l'initiative soit de collectivités locales, soit d'associations, soit de bailleurs. Donc, il y aura une combinaison en fait entre tous ces types de solutions, mais je crois que dans les 5 à 10 années qui viennent, ça va beaucoup se développer. En tout cas, c'est le sens de la loi. On a une question de Lorraine Romain sur les Outre-mer. Lorraine nous demande est-ce qu'il y a un plan d'action et des dispositifs qui sont en place dans les territoires d'Outre-mer? C'est intéressant comme question, c'est vrai que… Tout à fait. C'est intéressant que tu nous donnes un peu l'état des lieux dans ces territoires, effectivement, en termes de collecte, éventuellement de collecte et de tri. Alors, l'état des lieux, en Outre-mer, on est sur… les collectivités ultramarines, elles sont à la fois aussi assez diverses de l'une à l'autre, hein, puisque quand on parle d'Outre-mer, on parle aussi bien de la Réunion, des Antilles ou de Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc, on est sur des problématiques qui peuvent être différentes, des gisements, des consommations qui sont différentes aussi. Et clairement, aujourd'hui, nous, on est Citeo est en contrat aussi avec les collectivités locales qui sont en charge de l'organisation de
de la collecte et du tri sur ces régions ultramarines. On travaille avec 18 collectivités locales, c'est autour de 2 millions d'habitants. Et pour ces collectivités locales-là, en fait, on va essayer on a un travail d'adaptation. Les schémas de collecte, ils sont un peu adaptés au gisement. Et puis, on a un travail de séparation et de tri, un peu comme ce qui se pratique en métropole. Et enfin, on a une problématique qui est un peu prégnante sur l'outre-mer, qui est les exutoires de recyclage, puisqu'on les a pas tous sur place, évidemment. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'export de matières triées pour les emmener au recyclage, qui est quand même un déterminant assez important dans le dimensionnement des dispositifs, puisque c'est quelque chose d'un peu lourd et d'un peu coûteux. Et sur l'outre-mer, en fait, on cherche à chaque fois à avoir quand même une relative proximité, à regarder si dans les pays qui sont à proximité de ces départements, régions d'outre-mer, on peut trouver des exutoires de recyclage. Mais en tous les cas, on est très, très actif sur le sujet. Et notamment, alors on a le contrat un peu classique qui permet de travailler avec les collectivités locales, mais on est en train de préparer des vrais plans d'action pour chacun des territoires. Ça s'appelle les programmes d'action territorialisés, et on travaille avec l'ensemble des territoires pour trouver des solutions d'amélioration des conditions du dispositif de tri. Donc c'est plus de points tri, c'est une meilleure organisation, des plans de communication. Mais c'est aussi, on sait que par exemple à La Réunion, certaines collectivités locales travaillent sur le développement de la tarification incitative, qui est un dispositif qui nous tient à cœur, Citeo, parce qu'on sait que c'est un gros levier d'augmentation des tonnes. Et clairement, aujourd'hui, on est très content, nous, qu'à La Réunion, on travaille là-dessus pour stimuler les performances de tri, parce qu'on sait aussi que ça fait partie des leviers. Donc voilà, on a une partie de la recette est commune à la métropole, une autre beaucoup moins. Simplement, dans tous les cas aussi, on a un gros plan d'action là-dessus de plusieurs millions d'euros pour investir sur les collectivités outre-mer. Une question centre de tri de Céline. Alors, peut-être en donnant vraiment quelques exemples, parce que la question peut amener une réponse assez large, donc on va resserrer aussi. Céline demande comment les centres de tri font pour identifier avec certitude ce qui relève d'une filière de recyclage ou pas. Elle dit notamment comment on identifie un emballage, par exemple, qui est en monomatériaux ou composé de plusieurs matériaux avec donc une certaine complexité. Dans le cadre de la modernisation des centres de tri que tu évoquais tout à l'heure, est-ce que tu peux nous dire peut-être le degré de modernisation pour affiner justement cette identification? C'est une raison qui est nécessaire pour bien flécher, bien orienter vers le recyclage. Bien sûr. Alors, aujourd'hui, les centres de tri, ils ont un centre de tri, c'est un centre quelque part un peu de séparation d'objets. On peut le résumer comme ça. Et en fait, on a tendance à dire qu'il y a différentes briques. Il a un premier niveau de séparation qui va être plutôt mécanique et qui va permettre, par exemple, de séparer ce qu'on appelle les corps creux de ceux qui sont les corps plats, qui ne se comportent pas de la même manière, mais aussi de séparer tout ce qui va être tout petits éléments qui vont être très difficiles à trier et à récupérer, des éléments de moins de 4 ou 5 cm, par exemple. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, nous, la séparation mécanique. Ensuite, on va avoir un niveau de séparation qui va être une séparation optique, et c'est là où, en fait, on trouve la réponse à la question. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on s'appuie beaucoup sur des machines qui sont produites par plusieurs fabricants, certains français, d'autres non. Mais pour séparer, en fait, à partir de lecture optique, donc on a des machines qui sont capables de reconnaître par signal, on envoie un signal, en fonction du signal qu'on reçoit, en fait, on va détecter que c'est telle ou telle résine de plastique. Et juste après, on va avoir à la sortie du convoyeur des systèmes de soufflettes qui vont permettre de souffler plus ou moins loin tel ou tel objet, en fonction de si c'est, par exemple, une bouteille en PET clair ou si c'est un flacon en polypropylène ou en polyéthylène. Donc, on va être là, c'est le gros de la séparation, et c'est tout ce qui est en fait le gros de la technologie des centres de tri se passe là au niveau de la lecture optique. On a un autre niveau de séparation qui est celui qui est magnétique, où là, en fait, on va pouvoir récupérer les emballages qui sont majoritairement en acier par des systèmes d'aimants, et ceux qui sont en aluminium avec des systèmes de courant de Foucault qui vont permettre d'attirer quelque part des éléments magnétiques comme les aluminiums, donc les canettes, mais aussi dans de plus en plus de centres de tri, on travaille sur la séparation de ce qu'on appelle les petits métaux. Donc, c'est des petits emballages métalliques
et qu'on essaie de capter. Et voilà, donc ça, c'est le troisième niveau de séparation qui est mécanique. Et à la fin, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a un contrôle qualité qui est manuel et qui fait que alors évidemment, l'œil humain, c'est pas repérer un plastique multicouche d'un plastique monocouche PET. Ça, c'est plutôt les machines qui doivent le faire. Mais malgré tout, il y a un contrôle qualité qui est fait pour vérifier que les machines n'étant pas à 100% et garantissant aucune erreur, on a ce contrôle humain qui, en dernier recours, nous permet de vérifier qu'on ne va pas emmener trop d'indésirables dans les filières de recyclage. Caroline demande, on revient sur la tarification incitative. Caroline demande comment on peut concilier la tarification incitative et le développement des bacs de tri dans les centres-villes, parce que tu parlais de densification et de problématiques en centre-ville tout à l'heure. C'est deux éléments qui vont bien ensemble. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Je crois qu'il y a une bonne complémentarité. Si vous prenez, par exemple, je citais tout à l'heure l'exemple de Besançon. Besançon, c'est une collectivité locale dont on parle depuis pas mal de temps, puisque c'était une des premières villes de France à mettre en place un système de redevance incitative. Alors, pendant très longtemps, elle a été en fonction du volume du bac. Et en fait, je pouvais choisir un bac plus ou moins grand suivant ma production de déchets. Et du coup, j'étais facturé en fonction. Et puis, en 2012-2013, je crois, de mémoire, s'il y a quelqu'un de Besançon dans le chat, il pourra peut-être corriger mon point. Mais je crois que c'est en 2012-2013, en fait, ils sont passés à la pesée. Et donc, du coup, les bacs ont été équipés de puces. Et du coup, on comptabilise le nombre de levées, mais aussi le poids des bacs. Et on fabrique une facture déchets là-dessus. La facturation à Besançon, elle est assise sur la production de déchets résiduels, donc les ordures ménagères. Et ça, c'est vrai sur toute l'agglomération de Besançon. Simplement, ce qu'on sait plus ou moins bien, c'est que le centre-ville de Besançon, je crois que de mémoire, c'est de l'ordre de à peu près 20 000 ou 30 000 habitants. Lui, les équipements de tri sur ce centre-ville de Besançon, ils sont uniquement des points d'apport volontaires qui sont partagés et qui sont en libre accès sur l'espace public. Donc, en fait, et ça marche plutôt très bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous regardez les performances de tri à Besançon, je crois qu'il n'y a aucune autre ville à peu près de cette taille-là qui a des performances de tri aussi élevées et une production d'ordures ménagères aussi faible. Donc, Besançon atteint des scores qui sont vraiment très bons. Et en fait, ça illustre la bonne combinaison entre finalement les déchets résiduels que je n'ai pas triés chez moi ou dans mon immeuble. En fait, je vais les payer en fonction de la tarification incitative. Et puis, le dispositif de tri, lui, il est en libre accès, soit sur la périphérie de Besançon, j'ai un bac de tri et du coup, je le sors quand j'en ai besoin, soit sur le centre-ville, j'ai un dispositif accessible en permanence avec des très jolis conteneurs d'ailleurs que je vous encourage à aller voir dès qu'on pourra se déplacer un petit peu plus, des très jolis conteneurs qui ont été faits un peu sur mesure et qui sont vraiment très très bien intégrés à la ville, qui sont en libre accès. Et on constate pas ou très peu, en fait, si c'était une question qui va venir après, on constate assez peu finalement de dégradation de la qualité, d'utilisation déviante un peu du service de tri qui est en libre accès. On voit que le schéma est relativement bien compris en fait par les citoyens et en même temps qu'il offre une solution aux gens qui sont de passage. Une question sur le tissu associatif avec lequel on travaille chez Citeo. C'est Agotem qui nous demande avec quelles associations on travaille, notamment les associations qui sensibilisent sur le tri, sur le geste de tri. Est-ce que tu peux, elles sont nombreuses, alors sans faire l'exhaustivité, est-ce que tu peux nous dire, je ne sais pas, peut-être entre Unicité qui fait plutôt de la sensibilisation vraiment sur le terrain ou d'autres associations sur d'autres leviers. Est-ce que tu peux nous donner vraiment quelques exemples et surtout nous expliquer le rôle qu'elle joue dans cette sensibilisation plus proche des habitants? Alors, nous, on travaille avec beaucoup d'associations. Alors, il y a des organes un peu nationaux comme tu citais Unicité, mais sinon, ensuite, on travaille avec d'autres types d'acteurs qui ont le statut entre l'associatif et l'entreprise, un peu entre les deux, puisque via notamment notre programme d'incubation ou de détection, on détecte des acteurs intervenants comme des gens comme PicPic ou des gens comme ça qui sont capables d'intervenir. On travaille avec des acteurs comme ça qui sont capables de faire de la sensibilisation. L'enjeu, c'est pour nous, en travaillant avec ce grand nombre d'associations,
c'est d'apporter un complément de sensibilisation, de mobilisation à l'intérieur de quartiers où on va être confronté à des problématiques qui peuvent être très différentes, puisqu'on va avoir des acteurs en présence très différents. On va avoir soit des quartiers qui vont être des quartiers d'habitat collectif très denses, des bars, etc., où on va avoir un volet un peu social et un peu prégnant dans ces quartiers-là, où on va être vraiment en recherche de mobilisation, mais aussi sur des quartiers plus de centre-ville, où nous, on a conduit une action avec la communauté urbaine de Bordeaux, Bordeaux Métropole, l'année dernière, où en fait, on a travaillé avec l'association de quartier Bordeaux Centre, et clairement, ça nous a permis d'avoir l'ensemble des relais, de travailler aussi avec les commerçants, de travailler avec les bons relais de population, etc. Donc, on travaille beaucoup avec le milieu associatif, soit sur des programmes nationaux, comme ceux que tu as cités, soit plutôt sur des problématiques locales, à travers aussi les partenariats qu'on a avec les collectivités locales, qui sont bien souvent les premières. Mais l'idée, c'est vraiment celle-là, c'est d'aller mobiliser, d'aller faire de l'engagement, c'est de faire des principes de communication engageante, c'est-à-dire ce qu'on a constaté, nous, c'est qu'en fait, recevoir un guide du tri, avoir une affiche dans un immeuble, avoir la consigne de tri sur le bac, nous, c'est ce qu'on appelle les indispensables. Et je ne les mets pas de côté, j'en parle en premier parce que c'est le b.a.-ba et c'est ce qu'il faut qu'on ait en place partout et tout le temps. Après, si on veut engager et mobiliser pour gagner des trieurs systématiques, ça entend une démarche qui est autre, qui est là, en fait, qui fait plutôt appel à ce qu'on appelle, nous, la communication engageante et qui va être d'aller rentrer en contact avec les habitants. Et le monde associatif nous aide beaucoup à ça, puisqu'en fait, on peut décrypter, on peut aussi être en interaction avec les habitants. Et l'idée, ça va être de mobiliser, de recueillir les engagements à trier. Et on sait que c'est d'aller chercher cet engagement qui va permettre ensuite de voir un vrai plus dans le geste de tri et une vraie évolution des comportements. À côté, un constat et une question. Il nous dit, ou elle nous dit, pardon pour l'hésitation, le débordement des bacs n'incite pas les riverains à respecter le tri des déchets. Constat. Connaissez-vous, est-ce qu'il existe des bacs de tri connectés, des bacs compacts et qui permettent d'être avertis du remplissage pour un meilleur service à l'usager? Bien sûr. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur… Alors, sur ce sujet-là, je suis d'accord. Il n'y a rien de pire que d'avoir préparé son tri, d'arriver au conteneur et que le conteneur soit plein. D'ailleurs, vous voyez, bien souvent, c'est comme ça que démarrent les dépôts aux abords, c'est-à-dire qu'il y a une première personne qui va déposer parce que le bac est plein, et quelque part, ensuite, c'est l'escalade. Ça rend possible, en fait, le dépôt aux abords, et donc, du coup, c'est pratiqué massivement. Ça peut être temporaire parce qu'à certains moments, on a des pics de gestes de tri, sur les périodes des fêtes ou sur certaines périodes où on va avoir des hausses de consommation et donc du coup de besoin d'évacuation. Mais ça peut être aussi un problème de dimensionnement un peu global du dispositif. Donc ça, les réponses là-dessus, elles sont de se dire qu'il y a une première réponse qui est d'avoir ce qu'on disait tout à l'heure, le bon réseau, le bon niveau maillage, et qui permet à un habitant de bien trier et qu'on ne soit pas à un conteneur pour 700 habitants, mais plutôt à un pour 300, 400 ou 500, suivant les typologies d'habitat. Ça, c'est le premier niveau. Ensuite, ce que suggère Algothème, c'est d'avoir en fait un système qui va aider au pilotage de cette activité-là, voire qui va donner une information aux habitants. Je m'explique, c'est des équipements qui se développent depuis pas mal d'années. C'est pas très nouveau, ça se développe petit à petit, mais c'est quand même très utile. C'est des systèmes de sondes qui sont mis à l'intérieur des équipements et qui vont permettre de monitorer le taux de remplissage en direct. La sonde communique avec un serveur et du coup, en fait, chaque journée, on a un état du taux de remplissage de chacun des conteneurs sur le territoire. Ça permet plusieurs choses. Ça permet à l'organisation de la collecte, qui est soit la collectivité elle-même, soit les opérateurs de collecte qui sont en charge de la prestation, du coup, d'organiser ces tournées en fonction des conteneurs qui vont être remplis dans les 24, 48 ou 72 heures. Donc, j'organise mes tournées en fonction de ça. Ça permet aussi d'avoir une vue sur les conteneurs qui se remplissent le plus ou moins rapidement. Et donc, du coup, peut-être qu'il y a des problèmes de localisation ou peut-être qu'il y aurait un besoin de doublement de ces conteneurs-là.
Et donc, ça peut permettre aussi à la collectivité locale d'ajuster son réseau de points d'apport volontaire. Et le dernier point, c'est que ça, on l'a constaté, nous, sur certains projets, et on le constate dans des pilotes qu'on voit arriver, notamment dans l'AMI Collecte Innovante et Solidaire, qui sont les 40 projets qu'on accompagne auprès de porteurs. Ça peut permettre aussi peut-être de faire du retour sur information aux habitants. Et quand je dis un retour sur information, la première information, c'est informer l'habitant préalablement à son déplacement à quel est le taux de remplissage de mon conteneur. On constate que ce sont des projets qui sont portés et qu'on va essayer d'accompagner. Moi, je suis très curieux de savoir si c'est une information qui correspond vraiment à un besoin de l'usager et s'il est prêt à aller sur une application avant d'aller au conteneur à verre pour savoir si son conteneur est déjà plein ou pas. Et s'il est plein, quel conteneur après je peux aller. Mais c'est aussi, ça peut permettre aussi ce genre d'information de mesurer le taux de remplissage, du coup le geste de tri d'un quartier, et donc du coup ensuite de le valoriser en disant par exemple aux habitants d'un quartier que en fait leur geste de tri a beaucoup progressé ces 6 derniers mois et que quelque part en fait on les félicite, on les encourage à continuer à ça. Mais aussi, par exemple, à d'autres quartiers où ça a moins bien marché, du coup, de leur envoyer un message plutôt de motivation et de mobilisation. Voilà, on peut imaginer des challenges, etc. Donc, ces équipements, ils peuvent permettre tout ça. Ils sont en train de se développer et c'est vrai qu'à la base, c'est un outil, ça peut être un besoin très pratico-pratique, mais qui a plein de développements possibles, en fait. Merci beaucoup. Romain, on termine sur cette note qui ouvre des perspectives en termes d'innovation et d'expérimentation terrain. Et c'est évidemment un sujet dont on aura l'occasion de reparler sur l'ensemble de nos canaux chez Citeo. Merci d'avoir répondu aux questions, Romain. Merci pour ta présence et pour l'expertise. Merci beaucoup à tous. On a vraiment essayé, on va clôturer, hein, et on a essayé évidemment de répondre à un maximum de questions. Continuez. N'hésitez pas à nous les poser sur LinkedIn. Évidemment, on prendra le soin d'y répondre. Vous pouvez retrouver ce live ainsi que les autres LinkedIn Live Citeo dans la série Plus on sait, mieux on fait, puisqu'aujourd'hui, c'est le dernier. Et donc, vous pouvez les retrouver en replay sur notre chaîne YouTube, sur la chaîne YouTube de Citeo. J'en profite pour remercier tous les experts Citeo qui se sont prêtés au jeu et toute l'équipe, tous les métiers chez Citeo, bien sûr, et en particulier la direction, l'équipe communication et tout particulièrement Maëlle Parlampinet, François Charlet, Mélanie Cotte. Donc, merci à tous. On espère que ces temps d'échange, de partage vous ont plu et on va poursuivre. Nous, c'est un exercice qu'on a vraiment beaucoup aimé. Oui, je remercie vraiment en particulier l'équipe Citeo. C'est pas juste pour être corporate, c'est parce que vraiment c'est un plaisir au quotidien de travailler avec une telle équipe de compétences et d'engagement vraiment très fort. Et voilà, c'est aussi une fierté de tenir à le dire. Merci beaucoup à tous. À bientôt sur LinkedIn et très bonne journée à tous. Au revoir. Et merci Adeline. Disons-le. Merci à